production. De plus en plus également, la transparence et l'innovation sont au cœur de la transformation des services publics. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette nécessité d'aller vers cette transformation et surtout cette redevabilité dans la gestion des finances publiques? Oui, mais merci beaucoup pour cette question. Vous savez, la transparence n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire c'est des processus, c'est une finalité. Voilà, il faut que l'État ait pour finalité d'être dans des sociétés qui soient transparentes, pour lesquelles les seules données qu'on doit refuser au public, c'est des données soit qui sont très sensibles, ou bien des données qui ne présentent pas un intérêt pour le public. C'est d'ailleurs l'objectif de la loi sur l'ouverture des données. Vous avez suivi récemment que le gouvernement sénégalais, pour prendre l'exemple sénégalais, a adopté 4 lois, y compris la loi sur l'ouverture des données. Et c'est pour des raisons de l'accès à l'information, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte et autres. En fait, c'est un processus parce que les États africains ont compris que nous sommes dans des sociétés très vulnérables, dans des sociétés où il est très difficile, en tout cas, de gérer les finances publiques parce que même nous à la fac, on nous enseignait en nous disant que les finances publiques c'est une matière ésotérique, difficile à comprendre, seuls les sachants ou les initiés. Mais aujourd'hui, les États ont compris la nécessité d'aller dans un processus d'externalisation de cette connaissance, pour ne pas dire de simplification ou de routinisation même de cette matière. Parce qu'il faut que, rien que l'exemple de la loi sur les lanceurs d'alerte, c'est une forme d'externalisation de la vigilance. Tout à fait. Parce qu'il y a des corps de contrôle qui sont payés pour ça. Les corps de contrôle de l'État sont déjà payés pour effectuer les contrôles publics. Mais c'est parce que leurs missions ont échoué qu'on a compris ce besoin-là d'aller vers le citoyen pour lui dire, si tu découvres des éléments, venez nous informer, nous, État. Mais comment le citoyen peut le faire? Mais est-ce un échec ou bien plus un complément de cette mission aujourd'hui des corps de contrôle? C'est un complément, mais il faut l'avouer, il faut oser l'accepter. Aujourd'hui, nos systèmes de contrôle ont été défaillants en Afrique. Pourquoi les systèmes de contrôle ont été défaillants? Parce que Pourquoi nos systèmes de contrôle ont été défaillants? Parce que souvent, il y a l'influence politique. Les gouvernements politiques ne laissent pas assez haute cour et corps de contrôle effectuer le travail convenablement souvent. Deuxième élément, ils n'ont pas souvent de moyens, que ce soit les moyens logistiques, les moyens humains. Troisièmement, la façon de travailler est très dépassée. Si vous allez dans des administrations modernes, l'exemple du Kenya, ils ont drastiquement augmenté les recettes fiscales grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si vous allez au Cameroun, c'est la même chose. Si vous allez au Rwanda, c'est la même chose. Mais ces pays ont compris que non seulement il faut s'appuyer sur le digital, donc naturellement, au-delà de s'appuyer sur le digital, ces pays ont compris aussi la nécessité de faire concourir les citoyens dans cette vigilance, dans cette promotion d'une culture d'intégrité. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, oui, il faut le concevoir comme un échec, mais c'est un échec systémique. C'est pas forcément une attaque envers ces corps de contrôle, mais c'est un échec systémique. C'est tout le système qui a effondré du fait qu'on n'a pas mis en place, en réalité, des moyens pour avoir des systèmes de gouvernance qui soient assez résilientes, des systèmes qui soient assez forts pour faire quand même tout le travail nécessaire pour avoir des sociétés intègres et justes. Les pays africains renforcent davantage cette dématérialisation dont on parle tout à l'heure, de leurs services administratifs et autres services publics. Comment cette digitalisation, autant pour moi, des administrations publiques va changer aujourd'hui, ou bien change aujourd'hui les habitudes des usagers du service public? Oui, mais la digitalisation, elle est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de gagner en temps, comme il l'a rappelé. La digitalisation aussi nous permet d'accélérer les procédures, le traitement des procédures. Mais surtout, la digitalisation est même aujourd'hui un bon levier pour la mobilisation des recettes fiscales. Voilà, ça peut même permettre d'augmenter les recettes fiscales. Il y a des administrations qui utilisent aujourd'hui des outils qui leur permettent de renforcer l'amélioration de la mobilisation des recettes. Mais surtout, aujourd'hui, moi je pense que il nous faut des systèmes interopérables qui communiquent. Il nous faut des systèmes qui communiquent. Souvent, ce qui se fait dans l'administration, chaque administration développe son propre système informatique selon ses propres besoins. En Afrique, en tout cas, c'est ça. Tu vas aller au Trésor, ils vont te... Est-ce que le développement d'une intelligence artificielle, comme l'a dit Keita aujourd'hui, qui regroupe ces différentes directions ou ces différents services, ne pourrait pas constituer une solution?
Oui, pour cette mais interopérabilité pour continuer, j'étais en train de dire que chaque allez-y. administration développe ses propres outils selon ses propres besoins. Tout à fait. Et souvent, quand on développe ces outils pour nos propres besoins, ce qui arrive, c'est que l'outil peut nous permettre de régler nos propres besoins, mais ne prend pas en compte les besoins des autres administrations. Tout à fait. Ce qui fait que comme les administrations ne communiquent pas, ça pose un problème. Deuxièmement, il faut des guichets uniques. Il faut des guichets uniques, il faut aller vers des systèmes de guichets uniques, des systèmes de coopération, de transfert d'informations. Et c'est tout ça, cet ensemble-là et ce package-là qui va nous permettre de dépasser ce problème. Maintenant, est-ce que l'intelligence artificielle est un bon outil? Oui, mais il y a des préalables. Vous l'avez dit, vous avez suivi le débat en Albanie. Aujourd'hui, l'opposition est en train de se demander, mais quelles sont les données d'entrée qui ont alimenté l'IA? Surtout ça. Parce que la question des données d'entrée est extrêmement importante. Tout à fait. C'est Parce la que base, c'est la base même du fonctionnement c'est la de base l'IA. du fonctionnement de l'IA. Avec quel algorithme? Si les données d'entrée sont biaisées, naturellement, les résultats seront biaisés. les résultats, Et on le va travail déplacer juste le champ de la corruption d'un terrain physique vers un terrain plus technique. virtuel, tout à fait. Et qui serait difficilement même plus contrôlable. Ce qui fait qu'on aura l'impression et semblant d'un point de vue politique d'avoir un État où la transparence est là, alors que de l'autre côté, c'est des fonctionnaires qui maîtrisent les données d'entrée, qui connaissent comment ils ont construit ces données d'entrée-là, qui vont tirer profit de ce système-là. C'est pourquoi il y a cette question-là. L'autre question, c'est qu'en Afrique, les data centers que nous utilisons, c'est des data centers souvent qui dépendent de l'étranger. Il y a le data center de Diamniadio, mais dans l'administration de façon globale, les gens utilisent leur propre data center pour des raisons que nous connaissons. Et souvent, l'autre élément aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la question des données personnelles, effectivement. À partir de ce moment-là, il faut avoir des IA qui sont conçus par nous, pour nous, et dont les données d'entrée sont maîtrisées pour pouvoir l'utiliser dans certaines plateformes, parce que ce soit les administrations fiscales, douanières et les autres administrations, souvent en communiquant avec les citoyens, ces administrations bénéficient des données de ces citoyens. Ça aussi, c'est un autre pas à franchir, mais oui, c'est pourquoi dans certains pays, ils ont été un peu plus prudents que l'Albanie. Dans beaucoup de pays, je donne l'exemple du Cameroun, la Cour des comptes camerounaise commence à utiliser l'intelligence artificielle. Mais souvent, l'intelligence artificielle est utilisée dans le cadre du traitement quantitatif des données. C'est-à-dire qu'on demande à l'IA de se concentrer sur les aspects quantitatifs et eux, ils supervisent en tant qu'humains les aspects qualitatifs. Parce que là aussi, l'autre limite de l'IA, c'est que l'IA ne connaît pas la morale, ne connaît pas tout aspect qui n'est pas technique. Sur les aspects quantitatifs, cela leur fait aussi un gain de temps. Ça leur fait un gain de temps sur les aspects quantitatifs, mais eux, ils maîtrisent l'aspect qualitatif. Tout à fait. Parce que si vous avez l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas avoir de maîtrise sur des données autres que techniques. L'IA n'est pas là pour prendre en compte des considérations autres que techniques. Or, des fois, pour prendre une décision, on a besoin quand même d'éléments qui sont extérieurs à des aspects, Tout à fait. des aspects techniques. C'est pourquoi la combinaison humain-machine, D'autant plus que dans la gestion extrêmement des finances important. publiques, on parle depuis tout à l'heure de la question de la transparence, de l'éthique et autres. Et ce sont des questions également qui ne sont pas forcément prises en compte par la machine, par l'intelligence artificielle.